Bonsoir. Une première femme présidente en Tanzanie, le président John Pombe Magufuli, est décédé hier à l'âge de 61 ans. La vice-présidente Samia Suluhu devrait donc bientôt prendre les rênes du pouvoir à Dar es Salaam, comme le prévoit la Constitution. Les détails en tout début d'émission. Les jeudis, ces soirées décryptage dans le Live Talk. Aujourd'hui, notre séance d'analyse de l'actualité sera entièrement consacrée au Premier ministre Ahmed Bakayoko, on le rappelle, décédé le 10 mars dernier. La série de témoignages et d'hommages qui lui sont rendus, eh bien, sur ce plateau continue. Nous aurons avec nous, sur ce plateau, donc un invité avec lequel nous échangerons. Il s'agit du préfet Vincent Tobi. Débat et analyse, décryptage de l'information, l'actualité, comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Nous sommes jeudi, on est très heureux d'être en votre compagnie. Bienvenue dans le Live Talk. Bonsoir Mme Diallo, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous êtes tout de vert vêtu. Oui. En dégradé de vert. Oui. Alors, je m'habitue aux couleurs. C'est vrai, Ouais, merci. La couleur de l'espoir. C'est bien ce que je m'apprêtais à dire. Il y a de l'espoir. Ouais. André Bois, comment ça va? Oui, ça va Brice. Voilà, c'est une semaine extrêmement chargée. Vous le savez, hein, l'actu, on n'a pas arrêté. Chargé en actu et en émotion. En émotion, donc on n'a pas arrêté d'être un peu partout, un peu sur tous les fronts. Donc voilà, on essaie de terminer allègrement la semaine. Ouais, on essaiera, c'est pas évident. Élysée Bolubeu, bonsoir. Bonsoir Brice. Habitué des jeudis, finalement. J'ai envie de dire mon ami du jeudi. Ah, c'est partagé, hein, c'est tout un plaisir d'être là chaque fois. C'est cela. Et puis, lui a la particularité d'avoir été notre tout premier invité. Et aujourd'hui, dans une autre tenue, pour un autre exercice, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir M. Vincent Tobi. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Merci d'être à nouveau. Merci à vous pour l'invitation. Je ne vais pas dire ce que j'ai dit en antenne à propos de votre passage entre-temps au Life Weekend. Mais bon, Rabia est là pour défendre les filles, les girls. Mais en tout cas, on est très heureux de vous recevoir à nouveau, monsieur Vincent Tobi. Ceci dit, on va commencer tout de suite avec un rapide tour de l'actualité avant notre session de décryptage. Voici le Life Actu. Pour entamer notre Life Actu, nous parlons de la Tanzanie qui est en passe d'avoir sa toute première présidente. Ah bien, oui, ça vous fait plaisir, je pense. Pas les circonstances, pas ça comme mais ça. Oui, bon après, je pense qu'on va en débattre. On relativise. On relativise, oui, mais bon, je ne saute pas de joie. Mais si tu permets, j'aimerais bien quand même revenir sur le parcours du président avant de parler un peu de ça. Mais il sera difficile de dire non. Allez-y. Alors, on a annoncé son décès brutal ce mercredi dernier, le 17 mars 2021, de problèmes cardiaques. Il a été absent plus de 2 semaines du paysage politique et médiatique, et surtout sans explication. Il a été le 5e président de la Tanzanie, élu pour la première fois en octobre 2015 avec 58% des voix. Suffrage. Et il a été également le premier président à diviser son salaire par 4, ce qui a fait de lui le président africain le moins payé. Il a également beaucoup lutté contre la pauvreté et s'est aussi investi dans l'éducation. Mais il a été réélu en octobre dernier, voilà, à plus de 80% des voix. Et c'était vraiment une élection très contestée. Donc, pour en venir à la première femme en passe d'être présidente en Tanzanie, il s'agit de la vice-présidente Samia Suluhu qui va succéder à John Magufuli, c'est ça, ouais. Conformément donc à la constitution tanzanienne de 2005 qui stipule que lorsque la fonction de président devient vacante en raison du décès, en l'occurrence, le vice-président prête serment et devient le président pour la période non éculée de mandat de 5 ans et dans les conditions prévues de l'article 40. Pardon. Et donc, sauf cas exceptionnel, donc cette fois-ci, Samia Hassan Suluhu, qui était devenue déjà la première vice-présidente du pays, devrait prendre succession de John Magufuli. Et donc, s'il a été élu en octobre dernier, ça veut dire que elle va peut-être au moins faire peut-être 3 ou 4 ans. Oui, non, elle doit achever le mandat. Le mandat a déjà, c'est ce que la Constitution permet. Voilà. Et donc, tu me demandais si je saute de joie, je me dis si pour ça, si
c'est après, enfin, la manière dont elle a accédé au pouvoir, en tout cas, je veux dire, c'est pas par vote, c'est pas parce que ça représente un changement de mentalité que voilà, c'est juste une succession de malheureux événements qui a fait qu'elle a accédé à cette magistrature suprême. Maintenant, espérons que elle pourra prouver que c'est possible, voilà. De John Magufuli, on parle un tout petit peu. On dit de lui qu'il était covido-sceptique. Bah, oui. Ouais. Exactement, covido-sceptique. Il a demandé... Une gestion assez controversée quand même de la crise sanitaire dans son pays. Oui, et puis surtout qu'il a demandé à ce qu'on fasse plutôt des prières que voilà, peut-être une campagne de sensibilisation ou bien peut-être même une campagne de prévention. Et il a demandé également à ce qu'on se soigne plutôt avec les tisanes. Il avait également déclaré que le pays avait officiellement vaincu cette maladie. Ouais, enfin, ouais, c'était censé être le premier Africain qui avait vaincu donc, la Covid-19. Enfin, là, sur son décès, on aurait pu parler d'ironie du sort, puisque certains soupçonnent justement qu'il soit en fait décédé d'une forme assez foudroyante donc, de la Covid. Donc là, on nous parle de crise cardiaque. Exact, ouais. Une chose est sûre, ça démontre simplement que quand... Je pense à l'échelle internationale, on essaie de dire qu'il y a un problème sanitaire. Il n'est pas bon de vouloir dire autre chose, de vouloir, j'allais dire, minimiser ou essayer de se démarquer en tant qu'Africain. Enfin, il y a une idée comme ça depuis dans cette affaire de Covid que non, il peut y avoir une approche africaine ou un traitement africain de la question. C'est un problème de santé publique et surtout de santé mondiale. Tout le monde doit pouvoir à peu près tenir le même discours. C'est pour ça qu'il y a, comment vous appelez ça, les relations entre pays. C'est pour ça qu'il y a le multilatéralisme. C'est pour ça qu'il y a l'ONU, l'OMS. Bon, le préfet pourra nous en parler, lui qui a travaillé longuement à l'international, mais pour dire que, voilà, quand la communauté essaie de parler d'une même voix, il est bon que les pays suivent et puis tout le monde... on se souvient bien de l'exemple de Madagascar. Moi, sur la question, tu me permettras, Brice, avant qu'on aille plus loin, que je puisse déjà présenter mes sincères condoléances au peuple tanzanien. Parce que quand on vit les moments que nous vivons actuellement en Côte d'Ivoire, ou un Premier ministre, et qu'on peut imaginer ce que c'est pour un chef d'État, j'imagine naturellement que ça doit être difficile pour le peuple tanzanien de traverser ces moments-là. Et donc, je voudrais en tout cas leur présenter toutes mes condoléances, mais aussi dire que c'est pas facile. Pour avoir vécu en Tanzanie, ou du moins pour avoir visité la Tanzanie en 2017, je sais les espoirs que portait vraiment sur ses épaules le président Magufuli pour le peuple. Il avait commencé une série d'actions qui étaient vraiment très bien perçues par l'opinion. Quand il est arrivé au pouvoir en 2015, il avait même à cet effet été baptisé le bulldozer, parce qu'il avait vraiment entrepris un certain nombre de chantiers ouvrant des routes, comme ce qu'on a pu constater en Côte d'Ivoire ici, et ça avait vraiment marqué l'opinion publique. Aujourd'hui, c'est une grande perte pour le peuple tanzanien, et je dirais même pour l'Afrique. Et je voudrais que, pour ces instants, on puisse quand même marquer juste une pause et saluer la mémoire de l'illustre disparu, et prier pour que, véritablement, le peuple tanzanien retrouve les ressources pour rebondir après cette épreuve douloureuse. C'est fait, on espère. Alors, justement, à propos de... André parlait tout à l'heure de cette gestion commune de la crise. Vous avez tendu la perche à monsieur le préfet. Je ne sais pas si vous souhaitez vous exprimer sur cette question-là, monsieur. Non, je n'ai pas d'élément particulier, mais ce que je peux dire concernant ce qu'André a dit, c'est que l'ironie a voulu que tous les présidents du monde qui ont nié l'existence de cette maladie sont ceux qui ont été frappés durement eux-mêmes en tant que personnes et leur pays ensuite. Burundais aussi, je pense. Les États-Unis. En Afrique, les États-Unis, le Brésil, tous ces États. Et donc c'est ça l'ironie qui sort. Le Burundi aussi. Il y a des présidents même qui en seraient décédés parce qu'ils ont douté, ils ont dit qu'il n'y avait pas cette maladie. Et donc c'est un signe aussi pour l'avenir. Il faut que nos premiers dirigeants soient ceux qui donnent l'alerte lorsqu'il y a des signaux de pandémie pareils. Très bien. Alors justement, la transition est toute trouvée pour qu'on parle un tout petit peu de lutte contre la pandémie avec la solution du vaccin et particulièrement AstraZeneca qui a fait parler de lui toute cette semaine. On y va, on n'y va pas. Finalement, les signaux sont plutôt ouverts, André, on aurait pu dire. Oui, les signaux sont ouverts parce que je veux dire que pas mal d'instances de contrôle. En fait, ce qu'on doit savoir, il faut dire à nos compatriotes, ce qui est intéressant avec les vaccins ou bien avec la médecine moderne, c'est qu'il y a des systèmes
de contrôle et d'alerte qui fonctionnent. Le préfet nous parlera de monitoring, tout ce que vous voulez, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on est dans un domaine où les systèmes d'alerte fonctionnent plus ou moins. Une fois qu'on a dit ça, ça veut juste faire comprendre justement à l'ensemble des utilisateurs que le vaccin, c'est les solutions qui existent, mais qui ont aussi des revers. Donc ce qui compte, c'est que est-ce que la solution est majoritairement positive que négative. Donc c'était la réponse qu'on attendait ou qu'on cherchait jusqu'à ce que hier l'OMS se prononce et qu'aujourd'hui l'Agence européenne du médicament aussi se prononce sur le fait qu'il y a plus de bienfaits de l'AstraZeneca que de revers négatifs. On rappelle un tout petit peu les faits. Une dizaine de pays européens suspendent la vaccination avec l'AstraZeneca. Mais il faut rappeler que c'est sur le principe de précaution. Exactement. Souvent qui est inscrit dans certaines Après qu'on ait constaté que des caillots soient apparus chez certaines personnes qui avaient été vaccinées avec l'AstraZeneca. Donc, par mesure de précaution, on demandait la suspension. Et vous parlez de mécanismes. L'ONU, l'OMS et l'Agence européenne du médicament s'en mêlent pour dire ok, il n'y a pas de problème, vous avez attiré l'attention, vous avez tiré sur la sonnette d'alarme, on va regarder de près. Et puis les décisions sont en train de tomber. La première concernant l'OMS, qui a dit que le vaccin, il était sûr. Parce qu'en même temps, ça avait déclenché une vague de suspicion dans d'autres pays et auprès des populations, même chez nous, concernant la qualité de ce vaccin-là. Mais bon, on nous dit que tout va bien. Déjà, on avait été rassurés par le ministre de la Santé ici en Côte d'Ivoire, mais l'OMS, qui est un organe sérieux, vient de nous dire, et il y avait également l'Agence du médicament en Europe qui avait été un peu tardive dans sa réponse. Bien, la réponse est tombée aujourd'hui. Oui. Mais pas tardive, on présume, ou du moins on suppose que quand même pour donner un verdict sur une telle décision, ça doit prendre un processus. Donc, tant qu'on n'arrive pas à terme, on ne peut pas déjà... Donc, mais l'OMS l'avait déjà dit. Ils avaient prévu de tenir une réunion aujourd'hui. Voilà, donc la réunion aujourd'hui, ils l'ont tenue et le verdict, c'est que le vaccin pouvait continuer d'être administré. Voilà, les examens ont été faits et ça a avéré que les vaccins pouvaient continuer. Moi, j'ai pris la peine, peut-être que ce n'est pas scientifiquement prouvé, mais j'ai regardé un peu les pays, en fait, où il y avait des soucis et où on avait levé, ou du moins où on avait pris la décision de suspendre. Quand vous regardez, la plupart des pays sont en Europe du Nord, un peu en Europe de l'Est, et puis en Europe de l'Ouest même, c'est une décision qui a été prise par précaution. Sinon, les conséquences ont été plus observées en Europe du Nord. Et quand on voit un peu le climat dans cette zone, je me suis dit quelque part, est-ce que, comme je le dis, ce n'est pas scientifiquement prouvé, c'est juste des hypothèses qu'on met, est-ce qu'en réalité, le vaccin, avec l'aspect climatologique de la zone, n'a pas un effet? C'est juste comme je le dis, des hypothèses qu'on met. Je n'ai vraiment pas fait d'études scientifiques sur la base, mais c'est un constat que moi j'ai fait quand j'ai essayé plus ou moins de voir un peu ces pays-là où il y avait quelques cas quand même qui avaient été signalés. Et je pense même que certaines informations qui nous sont parvenues disaient même que c'était une certaine dose de ce vaccin-là qui avait été... Enfin, pas un stock, mais... un stock. Oui, un stock en fait, un stock qui a été mis sur le marché et que c'est lui qui représentait un peu le problème. Mais après, pour moi, même un mort est un mort de trop en réalité. Est-ce qu'il doit se sacrifier pour la bonne cause de toutes ces millions de personnes qu'on doit guérir? C'est la grande question. Mais là aussi, excuse-moi, là aussi, je veux rebondir parce que jusque-là, rien n'a prouvé que c'est le vaccin qui a causé la mort de l'individu en Autriche, par exemple. Cette dame de 49 ans qui est décédée en Autriche. Parce que ça a été très clair. On dit effectivement qu'elle est décédée après qu'elle ait pris le vaccin, mais rien ne prouve que c'est le vaccin qui a causé la mort. Parce qu'il y a certains effets que le vaccin génère, mais il y a des maladies aussi qui peuvent être à la base. Donc, ils étaient en train de mener des investigations pour savoir. Ils n'ont pas été assez tranchés de dire que c'est le vaccin qui est à la base de ce décès. Donc, à ce niveau, on ne peut pas d'office conclure que... Avec l'analyse d'Élysée, d'accord avec... Non, mais c'était pas, je suis d'accord avec son analyse, mais je voulais aller un peu plus loin par rapport à ce que disait Rabia, pour dire que, vous savez, ça, il faut souvent regarder, je le dis souvent comme ça, il faut regarder nos compatriotes les yeux dans les yeux pour leur dire des choses. En fait, pour que les vaccins marchent, il y a des gens qui se sacrifient. Oui, c'est ça. Donc, d'entendre Rabia dire... Quand vous dites se sacrifier, ça veut dire qu'il y a des... Non, parce que les vaccins, il faut bien les tester. On les teste sur des gens qui sont volontaires, etc. Donc, je veux dire que la médecine moderne, ou du moins pour que la majorité à un instant s'en sorte,
pour que les politiques publiques fonctionnent, je ne dis pas on sacrifie des gens, c'est pas ça le mot, mais il y a des gens qui prennent sur eux, n'est-ce pas, de permettre à ce que la science puisse avancer. Et ça, on ne peut pas dire que... Malgré eux? Non, pas malgré eux, non, c'est volontaire. Mais c'est deux cas différents. Il y a des personnes qui décident, oui. Et là, dans le cas d'espèce, c'est pas des gens qui avaient comme décidé. une loterie, en fait. Non, je ne dis pas que c'est les gens... je veux réagir sur... Non, il faut qu'on soit clair. Ouais. Je veux réagir sur le fait qu'elles disent que quand c'est un mort, c'est un mort de trop. La question, ce n'est pas de dire que s'il y a un mort, ce n'est pas de trop. La question, c'est juste de faire comprendre qu'on est dans un système quand même moderne qui n'est pas sans risque. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire croire aujourd'hui qu'il est possible de faire des choses sans qu'il y ait de mort. Madame Diallo. Mais moi, ce que je veux, je suis bien curieuse de savoir, est-ce que quand les personnes vont aller se faire vacciner, vous savez, quand vous prenez des médicaments, il y a une notice qui dit que, par exemple, pour la pilule, vous avez des risques de thrombose. Quand vous lisez les effets secondaires d'un médicament, en général, même vous avez peur de le prendre. Mais aujourd'hui, dans ce cas précis, est-ce que les gens sont informés de tous les effets secondaires et de tous les risques qu'ils prennent quand ils prennent ce vaccin? Oui ou non, je ne pense pas. Non, ne répondons pas à la question parce que manifestement, je ne pense pas que vous avez oui ou non, je ne pense pas. Oui. Mais si, parce qu'il y a une information qui est donnée, mais en plus, c'est connu. Dans tous les médicaments qui ont été présentés, qu'on soit chez Sinopharm, AstraZeneca, etc., toutes tous les effets secondaires sont connus. Je ne suis pas très sûr, André. Personnellement, je ne suis pas très sûr. Connus et communiqués. Non, attendez. Je veux dire, moi, attendez. J'ai plus de 50 ans, je me rends, par exemple, à un centre de vaccination pour me faire vacciner. Oui. Vous pensez, je veux dire, l'infirmier qui va me vacciner va me dire, écoutez, voilà, vous vous apprêtez à prendre ce vaccin, vous risquez ça et ça et ça et ça. Voici les effets secondaires. C'est le devoir, c'est le devoir du personnel de santé. Ça se fait ou pas? Bien sûr. J'aimerais bien savoir si ça se fait. Bien sûr, ça, comment j'insiste là-dessus, on est dans un pays moderne. Donc, sur votre réponse, en disant qu'ils sont informés, la médecine n'est pas capable de vous dire qu'il peut y avoir une complication. Il peut y avoir une complication, mais vous êtes informé sur le fait que vous allez avoir de la nausée, vous allez avoir des choses. Maintenant, si vous avez un emballement du cœur, c'est des choses qui peuvent arriver, c'est ce qu'on vous dit, mais on ne peut pas présager que ça arrive. Mais on vous dit ce qui est connu. On vous informe là-dessus. Vous allez avoir de la nausée, si vous avez des maux de tête, prenez des aspirines, ça, on vous le dit, évidemment. Et moi, je pense quand même que les effets secondaires, on ne peut pas déjà d'office avoir tous les effets secondaires. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on teste le vaccin sur un certain nombre de temps, avec les réactions, les effets, les retours qu'on aura, pour que définitivement on puisse dire ce vaccin, voici les effets éventuellement qu'il peut provoquer. Et moi, je pense que cette situation-là aura eu l'avantage de mettre à nu un nouvel effet, certainement qui n'avait pas été connu, aujourd'hui, qui a été vécu par un certain nombre de personnes là, et malheureusement. Juste, je voulais rajouter une chose. On ne le dit pas assez quand même. Vous savez, pour créer des vaccins, la médecine moderne, même dans notre monde aujourd'hui, prend du temps. Et là, aujourd'hui, c'est des progrès énormes de la médecine. Ça dit que ça allait très vite. Ça veut dire qu'à un certain moment, le fait que le monde travaille ensemble, le fait que dans les différentes contrées du monde, les uns et les autres ont cherché à faire progresser la médecine, c'est une chose qu'il faut saluer. On est des humains, on évolue, et chaque évolution apporte une bonne chose. Sortons d'une forme de comme ça de. On est tous obligés de relativiser en disant aujourd'hui que les effets bénéfiques aujourd'hui font un tout petit peu nous dire. C'est vrai qu'il y a eu des personnes décédées, c'est vrai qu'il y a mais on préfère regarder aujourd'hui à quel niveau, à quelle échelle les effets bénéfiques sont. Mais enfin, quand on lit ce document-là, ils disent pour le moment les avantages du vaccin l'emportent sur les risques. C'est ça. On l'emporte sur les... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dangereux pour certaines personnes. Mais personne ne dit que ce n'est pas dangereux. Un médicament est dangereux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà de ça, moi, je ne suis pas d'accord avec André quand il dit, oui, il y a eu des progrès, le monde entier a travaillé ensemble, etc. Mais c'est factuel, ça, Madame Diallo. Non, moi, ce que je dis, c'est que je suis sûre que le temps qui est censé être dédié pour créer un vaccin efficace et le moins dangereux possible n'a pas été utilisé pour faire ce vaccin-là. Et encore aujourd'hui, on est encore en phase expérimentale. C'est ce que je me dis. Tout le monde, beaucoup de scientifiques disent que pour créer un vaccin, ça prend beaucoup d'années. Et aujourd'hui, en quelques mois, on nous sort un vaccin et puis voilà. Donc on découvre ensemble ce qui peut arriver en fait et on n'a qu'à croiser les doigts. Très bien.
En plus de nos experts, nous avons ce soir, nous vous le disions, l'honneur et l'amitié d'avoir à nos côtés Monsieur Vincent Toby, proche du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Vous avez été un proche collaborateur. Il y a même eu des écrits que vous avez sortis sur la personnalité de Monsieur Ahmed Bakayoko. Et d'ailleurs, ce soir, pour cette émission ou cette série d'hommages, donc on est très heureux de vous avoir à nos côtés pour partager un tout petit peu avec nos téléspectateurs ces moments forts là que vous avez eu à partager avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc déjà, j'imagine que vous avez été très affligé à l'annonce de la disparition de ce grand serviteur de l'État. Oui, c'est vrai, comme vous tous d'ailleurs, mais j'imagine l'affliction de son épouse, de ses enfants, de ses membres de famille biologique qui ont 1 milliard de fois plus d'affection que celle que nous avons ici au bas niveau. Donc c'est à ces personnes qu'on pense et à l'âme du Premier ministre Ahmed Bakayoko également qu'on pense. Alors, on l'a vu, hein, André, ce matin, il y a eu un autre hommage, donc après l'hommage à la nation, aujourd'hui à la levée de corps, un autre moment d'émotion. Oui, un autre moment d'émotion, levée de corps avec ce témoignage, j'appellerais pas ça oraison funèbre de son fils, qui a fait un témoignage extrêmement poignant sur la relation, cette affection. On n'en est pas étonné parce que l'homme lui-même il avait une telle bonhomie quand il était hors de chez lui, donc on imagine qu'il a dû avoir cette même façon de prendre sa progéniture. Donc il y a eu ça, et puis bon, évidemment, c'est la République, hein, ce moment comme ça solennel, où les uns et les autres ont quand même laissé échapper leurs émotions. Il y a un journaliste qui a parlé d'une distribution à la chaîne de mouchoirs, parce que vous dire que quand même, ce sont des grands commis de l'État, mais ce sont des hommes qui ont vécu, pour certains, pendant 30 ans avec le Premier ministre, donc qui étaient eux aussi touchés. Ahmed Bakayoko est de Séguéla, mais c'était avant tout un Abidjanais. Il est né à Abidjan, il a grandi à Abidjan, donc il quittait définitivement son Abidjan. C'est une ville qu'il aime, qu'il adorait, c'est un citadin. Donc il partait, et donc ça a été aussi un moment très très fort. Et donc que la Côte d'Ivoire a tenu à partager avec l'ensemble de ses invités. Vous avez parlé de collaboration tout à l'heure, mais M. Vincent Toby, je pense me souvenir d'une phrase qui a été « c'est ton bureau, tu commences aujourd'hui ». Ça a été le début d'une collaboration. Oui, c'est comme ça. Et c'est ce que j'ai voulu faire par mes différents postes, c'était l'enseignement de la vie d'Ahmed Bakayoko sur le plan administratif. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec lui. J'avais rendez-vous à 10h du matin. J'étais arrivé de Johannesburg la veille, c'était le 3 juin, le 4 juin. J'avais rendez-vous à 10h, il me fait appeler pour arriver plutôt à 8h du matin. Déjà, moi, je viens pour un entretien, je ne viens pas pour travailler. J'ai déjà eu beaucoup d'activités, j'étais épuisé. J'espérais avoir un travail avec lui, enfin une collaboration, mais à distance. Quelquefois, il m'appelle. Il me dit, bon, voici ton bureau, assieds-toi là. Tu commences aujourd'hui? Non seulement je commence aujourd'hui, mais je commence à l'instant. Donc, tu décides le courrier, et puis bon, c'est parti comme ça, speed. Je vais vous donner des détails après. Mais c'est ce que je peux... L'enseignement de cela, c'est les clusters qu'on a en Côte d'Ivoire. C'est les préjugés. Il ne me connaît pas, il ne m'a jamais vu. Je ne suis pas de sa même région, je ne suis pas de sa même religion. Je ne fréquente pas son parti politique. Je n'ai pas grandi avec lui. Je l'ai connu dans les médias comme tout le monde. Je l'ai rencontré une seule fois avant cette rencontre. Et il décide de faire de moi son proche collaborateur qui gravit les échelons jusqu'à directeur de cabinet. Et donc, est au cœur d'un certain nombre de décisions sans chercher à savoir d'où je viens, je suis le fils de qui, quels sont mes appariements. Et c'est ça, Côte d'Ivoire, que nous voulons. D'avoir la chance pour tout le monde. Monsieur Vincent Toby, ce que vous dites est intéressant et moi, ça m'amène tout seul à vous poser une question. Comment est-ce que vous êtes donc arrivé à être collaborateur de M. Ahmed Bakayoko? Je ne sais pas moi-même. Je ne sais pas parce que comment le contact a été fait pour que vous arriviez de Johannesburg? J'étais fonctionnaire international. Oui. J'étais donc directeur d'une institution internationale basée à Johannesburg. J'y étais depuis 12 ans. Donc, comme vous savez, je faisais la supervision d'un certain nombre d'actions au niveau africain sur les questions de gouvernance, élections. Et un an plus tôt, un ami me dit, parce que j'écris il y a longtemps que j'écris, hein, c'est ma passion, j'écrivais les chroniques dans Fraternité Matin depuis 2011. J'écrivais les chroniques. Et il m'a dit, ah, mais vraiment, je vois tes chroniques, tu fais des analyses politiques, est-ce que ça te dirait de travailler avec Bakayoko? C'est pas possible. Imaginez, vous êtes à l'international, la Côte d'Ivoire sort de guerre, vous avez une bonne rémunération, vous êtes toujours dans l'avion, vous avez tous ces avantages. Qu'est-ce qu'on va faire en Côte d'Ivoire qui est compliqué? Donc, je trouvais ça bizarre et l'idée fait, je repousse l'idée. Un jour, en mars, j'arrive en Côte d'Ivoire, j'étais de passage,
en vacances et on me dit, bon, écoutez, si tu peux venir voir Ahmed Bakayoko. J'arrive, je trouve le monsieur costaud, Gaïa, assis, on a juste 15 minutes d'échange comme ça, lapidaire, et puis on s'en va. Et il me demande de revenir, voilà, est-ce que tu peux venir travailler avec moi? J'hésite. Le jour où j'arrive, tout part comme ça. Donc c'est vraiment le fruit du hasard. Il n'y a rien, mais je suppose que vous connaissez Ahmed Bakayoko. C'est un homme de sécurité, c'est un homme d'administration. Il y a il a déjà certainement fait un background check de ma vie, de mon histoire et tout ça autour de moi. Mais c'est comme ça que ça arrive, sans aucune antériorité amicale, professionnelle, affective, d'aucune façon. Moi, je voudrais, parce que le but du jeu de cette expérience, c'est pas forcément de vous poser des questions, mais c'est de créer cet échange. Mais je voudrais quand même, moi, m'interroger un peu sur le rythme de travail de nos dirigeants que vous êtes, parce que excuse-moi de te tutoyer, tu l'as été à un moment en tant que préfet. Est-ce que ce n'est pas un rythme qui devrait nous imposer à tous, collectivement, une sorte de, j'allais dire, de bilan de santé? C'est pas quelque chose qu'on doit faire, parce que c'est un rythme quand même assez soutenu. Parlons du rythme de travail du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Et c'est pour cette raison que depuis, j'ai décidé de consacrer 7 jours d'hommage, malgré les réactions positives, mais également négatives. Il y en aura toujours, et c'est plutôt réjouissant. Et j'ai décidé de faire ce témoignage parce que je m'assois, il décède, et je constate qu'on parle d'Ahmed Bakayoko gentil, Ahmed Bakayoko l'ami des artistes, Ahmed Bakayoko le caritatif, l'humanitaire, c'est très bien. C'est bon pour un homme d'avoir ces valeurs. Mais les gens ne connaissent pas le Ahmed Bakayoko bosseur, travailleur. Je suis administrateur civil, je suis préfet. J'ai fait l'ENA. Je viens de l'international. Et je m'assois à côté de quelqu'un. Mais je me rends compte que mes diplômes, mon expérience ne sont pas suffisants pour faire ce travail à ce côté de lui. Parce que je trouve un homme qui est costaud dans la tête, capable de parler avec la vendeuse d'orange du marché, mais capable de discuter sereinement avec un chef d'État. Capable de parler à un polytechnicien, à un énarque d'Europe, mais dans le même temps capable de parler à un petit cireur de chaussures qui a des préoccupations. Et le rythme est speed, si vous voulez en revenir sur les détails. Mais Ahmed Bakayoko, c'est vraiment dommage. Au bureau jusqu'à 3h du matin, dites. Mais 3h du matin, ça c'était un peu la norme. Mais on peut faire le circuit complet. Parce qu'il y a des moments où Ahmed Bakayoko a des pressions, il doit avoir des hommes politiques, il doit produire des documents. Et il a une pression, et il bosse comme ça. Sans compter que un ministre en charge de l'intérieur de la sécurité, dans sa routine, il a une panoplie de documents à signer. Et il les signe. Et c'est des documents c'est des piles de documents. Et il y a des documents qui ne doivent être signés que par le ministre. Donc c'est ça le Ahmed Bakayoko. En tout cas moi, parce que moi je n'ai pas connu Ahmed Bakayoko dans sa vie familiale, je n'ai pas connu Ahmed Bakayoko dans le monde des artistes, je l'ai connu quand les portes du bureau se ferment, où il doit produire pour la nation, pour sa hiérarchie, pour la présidence, pour la primature. Et c'est vraiment... Vous allez dans les détails, posez-moi des questions sur par exemple ces processus de prise de décision. Imaginez, essayez de réfléchir à une crise en Côte d'Ivoire, comment il a géré. Et c'est cet homme-là que je veux faire découvrir. Et Ahmed Bakayoko a ses faiblesses, il a ses défauts. Absolument. Lui-même, il le reconnaît, c'est quelqu'un de très homme. Mais il y a un Ahmed Bakayoko qui peut être enseigné dans les écoles, les institutions de gestion, de managériale en Côte d'Ivoire. Parce que nous-mêmes, on vient avec nos diplômes, avec nos savoirs, mais on a appris avec Ahmed Bakayoko. Et ça, il faut le voir. Tout à l'heure, une télévision burkinabé m'a dit, mais Ahmed Bakayoko a connu son ascension parce qu'il connaissait le chef de l'État. Je dis, c'est pas vrai. Mais vous ne savez pas de quoi vous parlez. D'abord, vous connaissez le président Alassane Ouattara, vous connaissez ses processus de décision. Vous savez comment il travaille à cause de son background. Vous imaginez qu'il va mettre quelqu'un à la sécurité à l'intérieur, à la défense, au NTIC. Il n'était pas président, mais le Premier ministre, s'il ne produit pas. Non, il produit. Il court. C'est journée non-stop. Et donc, c'était quoi sa recette? C'était quelqu'un de... Il avait une sorte d'ascèse. Enfin, je ne sais pas, c'était quoi sa recette? Le résultat. Il se dopait à quoi? C'est le résultat. Il était marqué par le résultat. Et puis, Ahmed Bakayoko aime ça. Il a la pression. Il travaille. Vous avez parlé il doit produire. Le stresseur. Oui, mais bon, c'est pas mal fait que de le dire. Il aime ça. Sûr. Il travaille sous la pression donc de son institution, donc gouvernement. Mais sous sa pression, parce qu'il doit donner le résultat. Ahmed Bakayoko, c'est le résultat. C'est pas demain, c'est pas après-demain. C'est maintenant, c'est ici. C'est hier. On est au bureau, il y a une crise, vas-y. Toby, tu te sors au bureau, tu sors. Et lui-même, il va avec. Il va au charbon, il s'assoit, il écrit, il regarde. C'est pas quelqu'un... Il délègue le travail à son directeur du cabinet que j'étais, mais il veut le résultat. Et c'est ça qu'il faisait, il courait. Comment, vous imaginez, on est passé de 3,2 sur l'indice de sécurité. Donc, qui faisait de nous une nation infréquentable, au même titre que la Somalie, qui était un non-État. Et puis à 1,1 au bout de 5 ans. C'est pas une baguette magique. C'est un travail de fond, c'est des réformes. C'est des éthiques, c'est des équipements, c'est des réflexions, c'est des projections. Et c'était ça, Ahmed Bakayoko. Nous étions des spécialistes à ses côtés pour conseiller et pour exécuter certaines politiques
pour encadrer. Mais nous n'étions pas là pour rivaliser avec sa capacité, son génie créateur. Et je le dis, il faut le souligner, ce n'est pas parce qu'Ahmed Bakayoko est décédé que moi j'en parle. Parce que moi je ne connais pas le Ahmed dont vous parlez. Je connais ce travailleur-là, avec qui il y a toujours des différences de point de vue, mais qui sont constructives. Monsieur excuse-moi, voilà, c'est vrai que ce n'est pas une question-réponse, mais je lisais dans une de vos chroniques que vous avez commencé à écrire depuis qu'il est décédé en thème d'hommage, et il y a une partie qui vraiment m'a fait sourire, et puis je dis, si j'avais l'occasion, j'allais vous poser cette question, et Dieu merci, je vous en face de moi, je vous pose la question. Il y a une de vos anecdotes où vous avez dit, il est revenu, et il vous a dit, en fait, vous ne vous êtes pas, vous avez votre position, il avait sa position, et à l'issue, en tout cas, de circonstances, il s'est avéré qu'il avait la bonne position. Et quand il est venu, il a dit, vous avez fait l'ENA, mais moi, il peut vous enseigner. Oui, bon, ça c'est vrai, vous avez raison, mais il était très taquin. Vous savez, Ahmed, il a fait la pression, mais il rit tout le temps. Et puis il rit à haute voix. C'est vraiment, il a cette voix gutturale. Là où je voulais en venir sans vous couper, en fait, c'est de dire, est-ce que dans le fond, vous pensez, comme vous présentez le Ahmed Bakayoko travailleur, il a vraiment la carrure et il a le background pour enseigner ou du moins pour amener quelqu'un qui a fait l'ENA sur la voie, comme vous le dites si bien. Vous parliez de moi, vous me faisiez tout à l'heure de petites confidences avant qu'on commence. J'ai été le premier à être invité sur ce plateau. Mais vous l'avez fait peut-être pas parce que vous voulez juste savoir ma tenue kaki de professeur sur le podium, c'est parce qu'il y avait des résultats. Mais ces résultats ne sont qu'une partie de ce que nous avons appris avec Ahmed Bakayoko. Et il est très taquin. Il est très taquin. Ahmed Bakayoko dit, mais tu dis tu as fait l'ENA. D'ailleurs, tu dis tu as fait l'ONU, mais ça veut dire quoi ça? Moi, je suis capable de connaître ça. Mais il a raison. C'est le self-made man. L'autodidacte est capable de discuter avec vous. Mais il ne discute pas avec vous sur les théories. Les théories, il vous écoute. Et il vous écoute avec admiration. Il apprend. Avant, c'est pas possible. Il peut m'appeler ministre pour dire, écoute, mon type, il est très dangereux, il est fort là. Et ça ne le gêne pas du tout. Prendre votre main, aller chez le président, monsieur le président. Je vous ai dit, monsieur là, de Johannesburg, la cellule. Ah, c'est Toby là, oui, c'est ça. Oui, c'est là, vraiment, c'est. Voilà. Mais il connaît. Et il finit, il dit, bon, je suis. Donc c'est ça un peu. Et c'est aussi l'espoir pour tous les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir peut-être d'avoir cette capacité. Est-ce qu'il peut répondre rapidement sur la question de la santé? Parce que je n'ai pas semblé avoir... Ahmed Bakayoko était pour ce que je sais, je ne connais pas Ahmed Bakayoko dans sa vie privée, dans sa vie familiale. Mais c'est surtout les hommes publics. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose Parlons d'Ahmed Bakayoko, pour qui je suis sur le plateau, mais que j'ai connu en tant qu'homme d'État suisse dans ce pays. Il avait une vie d'hygiène. Parce qu'au bureau, il prenait le temps de manger équilibré, aux heures qu'il fallait. Il pouvait descendre pour aller faire le sport, et puis après revenir au bureau. D'ailleurs, il était dans les clubs de taekwondo dont il était le parrain. Vous avez vu avec les militaires, très à l'aise footing, il joue au maracana, il joue au basket, il joue avec ses enfants. Et il y a ces moments-là où tu peux l'appeler, entre même deux, il peut l'appeler pour dire, bon, écoutez, finissez tel courrier. Donc c'était un monsieur qui avait cette vie. Et c'est vrai, il travaillait sur ça, mais il savait quand même gérer ce stress-là. Et puis, il a sa bonhomie, vous avez parlé. La femme, il est de bonne humeur, donc il rit, il s'est évacué. Et il évacue sur le suite. Donc, ses pressions, ses cris, ses colères, ses fougues, ça évacue et après, mais il était vraiment quelqu'un qui avait... Il tenait compte de tous ces aspects-là. Très bien. Alors, monsieur le préfet, en tenant vraiment en compte tout ce que vous venez de dire sur la personne, et vous avez tout de suite évoqué la jeunesse, qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette jeunesse-là à la suite de la disparition de Ahmed Bakayoko? Oui, merci beaucoup. Je vois, hier j'ai vu les hommages au stade de Memphis. Et c'est très bien, je vois la jeunesse. Mais ce que je regrette, c'est Ahmed Bakayoko était gentil, il était généreux, il a arrêté sa voiture, il m'a donné 1 million, 2 millions, il m'a vu là. Je pense que c'est réducteur du travail d'Ahmed Bakayoko. Et la jeunesse doit s'inspirer un peu de son travail, de son parcours d'abord. Parce qu'Ahmed Bakayoko il ne se gêne pas à vous dire qu'il n'a pas eu la maîtrise, qu'il n'a pas eu le doctorat. Et il est même content de savoir parce qu'il prend les meilleurs autour de lui. Donc cette jeunesse doit s'inspirer. Le fait peut-être que vous avez eu des emplois dans votre vie ne vous empêche pas d'avancer. Et Ahmed Bakayoko a gravi comme ça les échelons. Mais on parle d'Ahmed Bakayoko. Mais si vous me donnez l'opportunité tout à l'heure, je vais vous parler des résultats d'État d'Ahmed Bakayoko en tant que ministre, en tant qu'homme d'État. Et ça, c'est impressionnant pour un pays tel que la Côte d'Ivoire qui sortait de crise. Donc cette jeunesse-là, c'est de la dire, continue à travailler. Et c'est ce que nous faisons sur notre page, à éduquer tout le temps. Et même là, les hommages à Ahmed Bakayoko, c'est une éducation à l'humilité, à la tolérance et puis au travail. C'est pas, les mérites ne sont pas, c'est pas parce que vous connaissez le président Ouattara, vous connaissez tel président, tel directeur, que vous faites une ascension. Non. Parce qu'en fin de compte, on vous voit, on vous entend, on sent votre capacité à raisonner. Et même si vous allez par faveur, à un moment on se rend compte que vous n'êtes pas à votre place. Vous n'êtes pas à la hauteur. Voilà. Exactement. Il y aurait un blocage. Eh ben, je rappelle que le Premier ministre Ahmed Bakayoko a été élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national. Vous parliez tout à l'heure de parcours, d'échelon. On a eu l'impression que chaque étape, chaque challenge qui se présentait à lui, il arrivait à force de courage et de travail à surmonter ce challenge-là. Il ne partait pas favori pour la plupart des postes qu'on lui avait confiés, mais il a démontré qu'il réussirait et il a réussi.
Combien parmi les Ivoiriens n'ont pas souri le jour où on a entendu depuis le Golf Hotel qu'Ahmed Bakayoko avait la charge du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Tout le monde a souri, mais ce n'est pas possible. Moi, je dois avouer sur le plateau ici que j'étais parmi les plus sceptiques. Alors tout le monde disait, mais ce n'est pas la peine. Mais le monsieur arrive, mais il a une vision. Je vais parler de la lucarne de temps que j'ai passé avec lui. Ça soit pour dire, mais pourquoi on fait ça? Non, bon, je ne sais pas, mais on a toujours fait ça comme ça. Mais pourquoi? Mais on fait ça comme ça, pourquoi? Mais si on fait ça, pourquoi? On doit savoir. Si on ne sait pas ça, que ce n'est pas utile, on enlève. Est-ce qu'on peut revenir sur les résultats là, que vous avez pu... Les résultats d'État. Ouais. Je peux les compartimenter en 4 grands groupes. Le premier, c'est la sécurité. Nous sortons de guerre. 2011, le pays est totalement en lambeaux, déchiré. Il y a des groupes armés un peu partout. Il y a des harcèlements de sécurité. Il y a des destructions, il y a des raquettes, il y a des attaques partout. Et ils travaillent dessus, d'abord en changeant la méthode de travail des forces, leur équipement, les habillements, leur organisation. Il fait tout avec la relation qu'il a avec le président de la République pour être appuyé en matière de dotation pour permettre à cette police de faire face. Et il fait ce travail et on réussit à mettre là. Aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de contrôle de raquettes à Abidjan. Vous trouvez ça normal? Même les 2 ponts étaient occupés. Donc il fait tout ce travail pour obtenir des résultats. Mais c'est un réformateur. C'est un progressiste. C'est quelqu'un qui regarde comment on peut changer dans le méthode de travail. Et là, il fait adopter, avec la présidence de la République, la loi de programmation des forces de sécurité intérieure, par laquelle il projette sur 5 ans l'ensemble des équipements. Donc aujourd'hui, vous avez beaucoup de commissariats de proximité, vous avez beaucoup, il réduit le ratio, enfin il augmente le ratio population-police. Et donc, c'est sa projection, ça c'est le plan sécuritaire. Sur le plan administration, tous les commissariats, les préfectures, sous-préfectures, mairies sont pillés, détruits, toutes les archives ont disparu. Ahmed Bakayoko travaille à l'équipement. On fait également 400 voitures, des équipements, même en accélérant la situation du corps préfectoral qui est la présence de l'exécutif sur le terrain. Il fait également le 3e axe, des innovations qui sont des promesses du président de la République, l'installation des rois et chefs traditionnels, où il permet de faire de la chefferie de notre Côte d'Ivoire, donc notre âme, une institution. Et beaucoup de... Ensuite, il y a un aspect important que je dois souligner, c'est la sécurité intérieure. Vous aviez quelques casernes de pompiers en Côte d'Ivoire ici. Mais avec Ahmed Bakayoko et tout le système sécuritaire qui existait à l'époque, il arrive à créer 31 casernes de pompiers dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, dans les 31 régions. Et on recrute 1497 pompiers civils. Donc ça, c'est seulement parce qu'on a une émission, quelques éléments. Maintenant, dernier point, toujours, c'est le 4e élément de ces actifs, c'est l'homme politique. On a une fracture politique. On a des personnes qui sont en exil, on a des personnes qui sont détenues. Il faut créer un climat politique qui permette de discuter. Et Ahmed Bakayoko a ce tampon, il nous envoie. Il envoie tel agent, tel collaborateur, allez voir. Et il parle à tout le monde, sans distinction, il s'ouvre à tout le monde. Et enfin, Ahmed Bakayoko est un régulateur social. Toutes les corporations qui sont en grève vont au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour aller se faire entendre et il permet de gérer, il permet de trouver des solutions. Ou alors permettre de dire aux gens, mais c'est pas possible, ça on ne peut pas régler. Donc c'est ça ce rôle. Et c'est ce rôle-là, ça c'est seulement quelques résultats. On pourrait en faire même un séminaire. C'est ça que les gens aussi doivent retenir. Ahmed Bakayoko, travailleur, pour inspirer demain d'autres personnes, au-delà de ses faiblesses, de ses capacités, ou de ce que certaines personnes n'aiment pas chez lui. Voici les résultats qu'il a fait. Comment il obtient tous ces résultats-là? C'est aussi la question. Je pense que Ahmed Bakayoko est relationnel. Il a la confiance du président de la République. Il a quelqu'un comme le ministre d'État, Gon Coulibaly, qui est secrétaire général de la présidence de la République à l'époque, quand il était ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est son grand frère, mais qui a également une bonne relation avec le président et qui est influent dans le gouvernement. Il a une bonne relation avec tous les premiers ministres de l'époque, Aoussou Jano, le premier Soro Kibafori Guillaume, Duncan. Et donc, il sait jouer. Moi, je n'ai pas connu Ahmed Bakayoko dans son bureau en train d'avoir une prise de bec avec un ministre, non. Donc, il a un relationnel gouvernemental qui lui permet d'être à l'aise parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il est en traversal, en diagonale de tous les sujets. Et donc, il doit gérer ça. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, il sait où il va. Il sait ce que sa hiérarchie veut. Et il va à ce résultat. Donc, nos bavardages, souvent, de personnes qui ont fait certaines formations, d'aller à gauche, à droite. Et... Là, non, qu'est-ce que tu veux? Et Bakayoko peut faire une réunion en 5 minutes. Vous entrez dans son bureau, vous dites le problème et la possible solution. Vous ne venez pas faire du verbiage. Donc, il a cette je l'ai dit dans mes textes, il est ultra pragmatique. Le résultat, et rien d'autre. Le bavardage peut venir après, mais le résultat d'abord. L'hommage politique, donc l'hommage de son parti, le RHDP, l'hommage de l'opposition et l'hommage du conseil municipal d'Abobo. Oui, c'est-à-dire toute la nation, différentes entités donc, ont rendu donc, hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko.
on ne va pas citer justement toute l'émotion qu'il y avait dans les propos de quelqu'un comme Adama Bitogo, ce qu'a dit Afinguessan, c'était très poignant. On a retrouvé Albem Britois-Keus, on a retrouvé l'ancien ministre pour les l'ancien ministre des Affaires étrangères. Oui, l'ancien ministre des Affaires étrangères donc, qui était en rupture de banc avec le président Alassane Ouattara, mais qui était au stade, qui a témoigné, Marcel Amontano. Donc c'était vraiment, je veux dire, un hommage. Et moi-même, du coup, comme on a un observateur, est-ce que l'hommage aujourd'hui, monsieur le préfet, pour vous, l'hommage qu'on a rendu à cet homme-là était un hommage, c'est un hommage qui va durer ces 8 jours de deuil, ou pour vous, il y a encore une projection qu'on doit faire au regard de son influence quand même sur l'histoire de ce pays? Parce que c'était la dimension de l'homme. Ouais. Oui, je pense qu'il y a l'hommage, vous avez vu hier au palais de la présidence de la République, c'était vraiment l'hommage avec tous les honneurs militaires, avec tous les honneurs de la République. Vous avez également le stade des Membey. Vous avez vu, il était archi-comble. Vous avez vu à Séguila tout à l'heure l'arrivée. Voilà, je pense quand même que les Ivoiriens ont témoigné leur affection au Premier ministre. Mais je répète, tout cela serait que des événements factuels. C'est ça. Si demain on enterrait Ahmed Bakayoko et que ces valeurs se dissipent comme ça dans la nature, il serait mort 2 fois. C'est pour cette raison que j'insiste sur les leçons apprises. C'est ça. Pour Ahmed Bakayoko, peut-être demain pour d'autres responsables politiques, administratifs, journalistes de la presse, des athlètes, des sportifs, qu'on puisse systématiser, écrire pour que demain nos enfants aient des repères pour dire attention, on peut faire telle ou telle chose. C'est important. Il faut écrire, Brice. C'est un débat qu'on a eu entre nous les professionnels, entre journalistes. Est-ce que c'était le moment d'écrire? Est-ce que finalement, écrire comme ça c'est la contemporanéité de l'écriture, ça a toujours posé problème dans toutes les sociétés. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire c'était le moment, c'était pas le moment? Et Brice, c'est une question qu'on s'est posée. On s'est posé, Élisée? Moi, je voudrais réagir à la suite du préfet pour dire que pour moi, Ahmed Bakayoko a reçu l'hommage qu'il méritait, pour moi. Fait commandeur Grande Croix, pour moi, c'est la plus haute distinction qui existe dans l'ordre national et il le méritait. Au regard de tout ce qu'on a entendu, au regard de tout ce qu'on a vu, au regard des résultats, comme l'a évoqué tout à l'heure le préfet, qu'il a obtenu depuis ses hautes responsabilités au niveau de l'État, je pense qu'il le méritait. Mais comme, pour répondre un peu à ce que André disait, pour moi, l'hommage ne se limiterait pas juste à l'inhumation du Premier ministre. Le meilleur hommage que les Ivoiriens pourront faire au Premier ministre, c'est d'adopter les valeurs qu'il a laissées, notamment ces valeurs de cohésion. Parce que voici quelqu'un qui, quoique appartenait à un parti politique, était ouvert à tous parler avec tout le monde. Et il montrait qu'au-delà des convictions politiques, il y avait cette fraternité qu'il fallait préserver. Ça, les Ivoiriens doivent déjà l'adopter. Deuxième élément aussi, il y a la rigueur du travail. C'est vrai que beaucoup ont parlé de sa générosité qui, pour moi, doivent être des vertus ou des valeurs que tout le monde doit pouvoir développer normalement. Mais le côté travail, c'est à ce rythme-là et à ce prix-là qu'on pourra amener notre nation à un certain niveau. La preuve, comme le disait tout à l'heure le préfet, tous ces résultats qu'il a acquis, c'est à force de travail, à force de sacrifice. Aujourd'hui, on est heureux de traverser Abidjan comme on le veut à des heures induites sans crainte. Parce qu'il y a eu un travail qui a été fait. Quand on voit d'où on est venu jusqu'à aujourd'hui, et ça, c'est quelque chose que toute la jeunesse et tous les Ivoiriens de façon générale doivent pouvoir adopter. Si vous permettez pour répondre à sa question. Oui, je vais revenir justement à la question, c'est est-ce que c'était le moment d'écrire? Oui, mais sur le plan strictement littéraire, il y a 3 aspects dans tous les propos qu'on tient au sujet de quelqu'un qui est décédé. Il y a la biographie. La biographie, l'historiographie. Donc on raconte sa vie, même Bakayoko était ceci. Vous pour faire la biographie, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez qu'à taper Facebook. Tout à l'heure, vous avez vu Rabia, elle a fait un beau descriptif du président tanzanien, de la vice-présidente. Donc elle a tapé seulement, elle n'est jamais peut-être même allée en Tanzanie. Ça, c'est la biographie, sur le plan littéraire. Il y a l'oraison funèbre. C'est ce que le fils a fait ce matin. Et là, il s'adresse à Ahmed Papa. Voilà, ça s'appelle l'oraison funèbre. Et puis, il y a l'hommage. Et c'est ça, souvent, les gens ne font pas la distinction et ils tuent un peu le côté artistique et littéraire d'une séparation. L'hommage, c'est vous. C'est ça. C'est pas celui qui est décédé. C'est vous, votre rencontre avec lui. Donc, c'est je et nous. C'est pas Ahmed. Sinon, ça devient une biographie. Donc, l'hommage permet de faire vous, votre histoire, dans votre prisme. Comment vous arrivez à rencontrer, comment votre route arrive à le rencontrer. Et c'est là le point de jonction qui crée maintenant cette... Ah, il était humain. Ah, il était travailleur. Donc, c'est vous. J'ai connu Ahmed, j'étais ceci, je courais là, et il a dit... Et certains ne comprennent pas, ils mélangent tout, hommage, aux raisons finales. Donc, il faut écrire. Pour moi, il faut écrire parce qu'on parle trop. Demain, combien de personnes vont regarder les vidéos de live
de combien de personnes auront des supports vidéo? Bon, on espère que Mais- beaucoup mais- vont regarder. Non, je dis Bon, plus c'est tard. bon. Il y aura des supports qui vont changer. Bien sûr. Mais demain, si live écrit, ce qui est écrit, reste Que sur ce toutes soit les formes. l'espace, les Et donc, écrits il faut écrire, c'est important. Et puis, le côté pudeur, fausse pudeur africaine, que je n'arrive pas à comprendre. Ahmed Bakayoko a géré, je suppose, des secrets d'État. C'est ça. On ne parle pas de ces secrets. On dit, venez au travail à 8h et partez. En quoi vous violez un secret? Ouais. Non, on fait de secrets, de l'omerta sur des choses ordinaires d'une vie de quelqu'un qui peut servir à beaucoup de personnes. C'est ça. Mais il y a une distinction entre la divulgation des secrets d'État, la violation des réserves, et puis la description d'une capacité. Et pourquoi on ne décrit pas Qui peut aujourd'hui? faire école d'ailleurs. Qui peut faire école d'ailleurs. Qui peut faire école. Alors, moi, pour répondre à la question d'André, je pense que c'est tellement humain de se ressentir ce besoin d'écrire quand on ressent cette douleur de la séparation d'avec une personne qu'on a admirée ou bien pour laquelle on a eu de l'affection, que pour moi c'est tout à fait normal. Après, c'est vrai que la frontière est assez mince entre ce qu'on peut dire et ce qu'on ne peut pas dire. Et quand on le dit, surtout le côté pudeur, discrétion, etc. En prenant en compte aussi nos réalités africaines. La question culturelle. Voilà, toujours. question culturelle qui est vraiment souvent très mise en avant sur ce côté-là. Jusqu'à quel point est-ce qu'on peut exprimer nos émotions, jusqu'à quel point on peut se permettre de dire certaines choses ou pas. Mais après, pour moi, on peut excuser tout cela en se disant que ces personnes qui le font pour peut-être leur propre thérapie en réalité. Moi, ce que j'ai admiré, c'est que j'ai découvert une personne qui a gagné le cœur des Ivoiriens. Et c'est tellement exceptionnel, surtout en Afrique, de pouvoir être un homme public et politique et être aussi aimé du grand public. J'ai vu les gens sur VGE le jour de son retour sur Abidjan. C'est pas des gens qu'on a forcés à aller. La route était bouchée. J'ai vu des témoignages de jeunes de banlieue qui parlaient, mais avec une telle tristesse, avec une telle émotion que je trouve que c'est extraordinaire. Et pour moi, tout ça s'inscrit justement dans ce côté très affectif que la personne a pu... Et justement, à travers ces écrits, à travers ces vidéos, ces émissions, il y a même des personnes qui avaient de Ahmed Bakayoko l'image ou avoir entendu parler de lui étant généreux, qui découvrent d'autres valeurs comme la persévérance, le travail, le résultat. Et c'est toute l'importance de ces hommages-là, de ces écrits ou de toutes ces émissions que nous faisons. Vous aurez demain un journaliste néo-zélandais qui va sortir un livre sur Ahmed Bakayoko. Il aura enquêté partout dans beaucoup de pays. Ici, en Côte d'Ivoire, il va sortir un livre sur Ahmed Bakayoko. Il va dire des contre-vérités. Et c'est maintenant que nous allons couvrir. Non, c'est pas vrai. Il est en train de profaner son esprit. Parce que nous n'écrivons pas. Parce que nous n'écrivons pas sur des détails. On a ici des officiers généraux, des officiers supérieurs qui ont fait leur classe, qui sont des modèles. Mais il faut bien des livres pour dire un peu quelle était leur réflexion stratégique pour que les jeunes officiers demain sachent. On a des grands athlètes ici en Côte d'Ivoire, des sportifs, qui écrivent quoi? À part les côtés anecdotiques, qu'est-ce qu'on dit de la méthode, de la façon d'avancer? Quelqu'un comme le président Alassane Ouattara, il a fait ce qu'il avait fait pour la Côte d'Ivoire. Mais comme il l'a fait dans un contexte de crise, il y a combien de livres aujourd'hui qui sont accessibles au petit public, et je veux dire aux jeunes, peut-être du lycée, collège, pour comprendre un peu toutes ces problématiques de développement? Où c'est? Donc c'est ça qu'on dit aujourd'hui. Voilà pourquoi il faut écrire. Il faut arrêter l'oralité excessive. Il faut écrire et puis il faut enseigner ces valeurs. Sinon c'est fini. Je pars avec mes valeurs, chacun part avec. Ahmed Bakayoko part avec. Il n'y a personne pour pérenniser cela. Et c'est important, j'insiste, qu'on fasse un peu d'exercice intellectuel, qu'on puisse écrire pour dire des choses. Et que ce soit dans la limite de la décence, de la pudeur. Et mais vous parlez des gens, du timing, est-ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire. Mais vous tous, vous avez étudié les grands officiers français. Vous connaissez les noms de grands hommes d'État français. Mais c'est parce qu'il y a des gens parmi eux qui ont écrit, qui ont dit voilà, tel a fait tel, Pétain a fait tel problème, De Gaulle avec telle faiblesse, Eisenhower avec ceci. Et c'est comme ça qu'on les a appris. Mais pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait? Qui écrit? À quel moment? De quelle façon? C'est sûr que ce que nous sommes en train de dire là, c'est qu'on bouscule un peu une façon de faire, une pratique. Ailleurs, évidemment, sur Sarkozy, qui est encore vivant, il y a eu des tonnes et des tonnes de bouquins. Sur Jacques Chirac, n'en parlons pas. Donc, c'est vrai que Rabia aussi l'a dit si bien, et Brice Hano le répète, on a un contexte qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui s'interrogent. Mais c'est ça aussi qui rend vivant notre société, d'avoir des gens qui ne comprennent pas et qu'on doit essayer de convaincre qu'il y a de bonnes pratiques qui ne salissent pas forcément, mais c'est de bonnes pratiques qui vont nourrir la mémoire collective. Mais je pense qu'avec ce que tu es en train de dire, tu viens tout de suite donner de l'eau au moulin du préfet lorsqu'il disait par exemple que
Ahmed, il vous posait la question pourquoi on le fait. Quand tu dis non, on a l'habitude de le faire, mais pourquoi on le fait? Ouais, Donc, on ne doit pas rester dans cette logique de on le fait, c'est comme ça, mais pourquoi on le fait? S'il y a possibilité de réformer pour que les choses changent, il faut qu'on le fasse. Très bien. On n'est pas obligé de rester toujours la même chose. Il y a eu l'hommage intellectuel, il y a eu l'hommage artistique aussi. C'est ça. Parce que, à travers les écrits, hier au stade des Bimpe, il y avait une pléthore d'artistes, parce qu'on ne le dira jamais assez, Ahmed Bakayoko était très proche de la culture, du monde de la culture, et ce monde de la culture-là a souhaité lui rendre hommage à travers donc différentes prestations. Et au nombre de celles-ci, il y a eu celle d'Alpha Blondy, qui a été assez spéciale, je dirais, parce qu'il y a eu, en plus de la prestation, une interpellation. Regardez. Merci pour tout. Merci. Alors, Malou, avant de se quitter, comme tu es politicien aussi, une chanson pour vous. Voilà. Ça va les gars? Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Alors, vous jouez avec le feu, diversement interprété. Hein. C'est vrai que c'est un titre. Hein. C'est un titre d'Alpha Blondy. Certains l'ont imaginé juste pour la circonstance. Bon, il choisit peut-être d'interpréter ce morceau de cette chanson-là, peut-être parce qu'il espère faire passer un message. Mais derrière tout ça, ce qu'on a envie de dire aujourd'hui, avant la fin de cette émission, c'est quel héritage Ahmed Bakayoko laisse aux Ivoiriens. Vincent Toby. Oui, je laisse à la famille, bien sûr, à certains aspects de réponse à cette question, mais il y a deux héritages. Il y a ce que Rabi a dit, ce que vous dites tous ceux qui sont passés dans le plateau ici pendant cette semaine ont déjà dit, c'est l'humanisme, l'humanité de l'homme. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, au-delà même de nos frontières. Mais je vous souhaiterais que cet aspect-là ne cache pas le vrai résultat en termes de production pour notre nation. C'est les réformes administratives, c'est l'amélioration de nos conditions de vie, c'est notre sécurité, c'est notre façon de voir, c'est l'organisation de notre système aujourd'hui, des préfectures, sous-préfectures et mairies. Et c'est tout ça, c'est ça que nous avons aujourd'hui. C'est ces casernes de pompiers, c'est ce bureau de la Chambre des rois et chefs traditionnels, c'est cette nouvelle façon d'opérer de la police nationale et certainement de l'armée, de la gendarmerie. Voici ce qu'il laisse dans un État. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi il faut codifier, il faut écrire dans une approche pédagogique pour que nous soyons demain à l'aise en disant, Ahmed Bakayoko, on dit, ah oui, c'était le stratège qui a fait telle chose de telle façon. Alors, Monsieur le Préfet, une dernière question. Vous avez utilisé plusieurs qualificatifs pour parler de l'homme. Aujourd'hui, en un mot, si vous devriez dire qui il était, qu'est-ce que vous allez dire? On m'a posé déjà cette question, mais je suis incapable de dire un seul mot. Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des éléments. Je vais parler de l'homme. En tout cas, c'est l'ultra pragmatique Ahmed Bakayoko. Okay. Moi, je voudrais, franchement, vous jouez avec le feu. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. C'est le vert. Moi, je suis de ce côté-ci. Le jouer avec le feu, c'est le mug qui est là. Mais quand je regarde de ce côté-ci, on joue avec le feu avec des avatars. Et on croit plus à ce que dit un avatar que des paroles d'un préfet qui a vécu avec quelqu'un. C'est-à-dire, on se laisse aller vraiment à des choses qui, de mon point de vue, n'apportent rien à notre intelligence collective. Et c'est ça, se jouer avec le feu. Peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté me dira autre chose. Moi, je suis ici, je vois ce que je peux dire là-dessus. Donc, c'est vraiment moi, puisque vous êtes là, j'insiste vraiment là-dessus. On joue avec le feu en laissant l'espace public être préempté par des professionnels de la rumeur et de la médisance et des gens qui sont pratiquement, on va dire, contre la cohésion nationale et contre l'intelligence collective. Ok, moi, ce que je pourrais dire, pour aller un peu dans le même sens de ce qui concerne l'héritage, moi, je voudrais qu'on retienne la cohésion. Et comme ironie du sort, comme on le dit, Ahmed Bakayoko conduit des dialogues politiques qui aboutissent à des élections apaisées et juste après, il part. Je voudrais que cette image reste dans l'esprit des Ivoiriens pour qu'ils comprennent qu'au-delà de nos convictions politiques, au-delà de tout ce qu'on peut penser, le critère ou du moins l'aspect fraternité doit prévaloir. Et cela doit nous emmener à aller au-delà de nos divergences et créer les conditions d'une évolution et d'un développement de notre pays. Pour être dans le même sens que vous, il faudrait éviter que cet Ahmed Bakayoko-là n'ait à se retourner dans sa tombe quand toutes les fois des uns et des autres travailleraient à briser cet élan de cohésion pour lequel il a travaillé avec autant d'acharnement. Monsieur Vincent Toby, vous êtes notre invité ce soir, vous avez le dernier mot. Non, merci beaucoup, merci de rappeler. Vous avez vu la passion avec laquelle on a développé le sujet, parce que je le crois fermement, Ahmed Bakayoko
a ses faiblesses. Tout le monde a ses faiblesses. Je vois dans la presse des accusations, c'est normal. Tout le monde a des personnes qui ne sont pas forcément contentes de ce que vous avez fait. Mais je souhaiterais que l'héritage d'Ahmed Bakayoko en termes de production administrative soit systématiquement organisé par sa descendance, par ses proches, pour que demain, les gens aient des repères en ces matières-là. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu fais de la vie d'Ahmed Bakayoko un modèle? Ahmed Bakayoko, moi, ça fait quand même quelques mois qu'on ne se voit pas. Mais ce que je prends dans la vie d'Ahmed Bakayoko, c'est ce que moi je connais le mieux, c'est son approche administrative qui est capable de transformer beaucoup de choses dans la vie de la Côte d'Ivoire. Vincent Tobi, merci d'avoir été en notre compagnie. Merci d'avoir accepté de partager ces moments avec nos téléspectateurs. André Bois, Isé Bolube, Rabia Diallo. Toutes les équipes techniques et éditoriales se joignent à moi pour vous souhaiter, à vous, téléspectateurs, un bon moment de télévision sur Live TV. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Force à la famille du Premier ministre Ahmed Bakayoko.